Bonsoir à toutes et à tous. Alors c'est avec beaucoup de plaisir que l'Institut vous souhaite la bienvenue à cette rencontre. Et le thème qui nous réunit aujourd'hui, transition énergétique, état des lieux au Maroc, au-delà de l'actualité environnementale et de la COP22 qui sera accueillie le mois prochain au Maroc, va nous permettre de mieux appréhender les enjeux et la situation énergétique dans notre pays, ainsi que les politiques et les mesures prises par les pouvoirs publics en matière de développement énergétique. À cette fin, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Tayeb Amgroud, spécialiste en développement énergétique, qui partagera avec nous son regard sur la situation de la politique énergétique marocaine. Avec une dépendance énergétique qui oscille entre 95 et 97%, le Maroc est un pays qui se sait particulièrement vulnérable. Dès lors, sa politique énergétique a une triple ambition: atténuer la dépendance énergétique vis-à-vis de l'étranger et des fossiles, valoriser les ressources énergétiques locales et enfin produire de l'énergie accessible au plus grand nombre. Cette triple ambition a guidé la formalisation en 2009 de la stratégie énergétique nationale, qui a été déclinée en 5 objectifs, dont 2 qui nous intéresseront aujourd'hui. Le premier est d'ériger l'efficacité énergétique en priorité nationale avec l'objectif de réduire la consommation d'énergie primaire de 12% à horizon 2020 et de 15% à horizon 2030. Le deuxième est celui d'accélérer le développement des énergies à partir de sources renouvelables, notamment éoliennes, solaires et hydrauliques, en tirant profit des conditions très favorables dont jouit le Maroc, avec une capacité additionnelle de 2 gigawatts sur chacune de ces sources, pour atteindre une part d'énergie renouvelable de 42% de la capacité électrique installée. Depuis 2009, cette stratégie nationale a donné des résultats relativement importants. Et pour en discuter, je vais laisser la parole dans quelques instants à M. Amgroud pour nous éclairer sur les réalisations et sur les échéances à venir en matière énergétique. À cet effet, nous le remercions très très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation et d'avoir consacré un peu de son précieux temps à la préparation de cette rencontre. Pour le présenter très très brièvement, M. Amgroud est consultant dans les domaines de la planification et du développement du secteur énergétique et du financement des projets de production électrique. Il a derrière lui près de 20 ans d'expérience dans le secteur énergétique et la banque d'investissement, que ce soit au Maroc ou à l'étranger. Voilà, M. Amgroud, c'est nous qui vous remercions. Bonsoir tout le monde. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour cette invitation et l'opportunité d'échanger avec vous sur ce thème qui est la transition énergétique. J'ai préparé des slides que je vais essayer de dérouler devant vous, mais l'objectif aujourd'hui c'est plus un échange, donc ça sera une succession de graphes avec des chiffres où je vais me focaliser essentiellement sur le cas du Maroc, mais avant en fait de parler de la situation au Maroc, je me permettrai d'abord de rappeler ou de passer en revue de façon rapide le contexte international et de dresser aussi les tendances lourdes qui façonnent aujourd'hui la dynamique qui est en œuvre dans le secteur. Donc le premier graphe présente en fait l'évolution de la demande de l'énergie primaire lors des 25 dernières années. Quelques enseignements à retenir de la lecture de ce graphique. Le premier, il y a 2-3 enseignements. Le premier, c'est que il y a une sorte d'inertie dans la structure ou le mix en fait de la demande énergétique globale. On parle de transition, mais en fait, si on regarde de près ce qui se passe, c'est assez stable. Hein.
et la part des énergies fossiles est de 80% à peu près, et elle n'a pas trop bougé en fait sur les 25 dernières années. Donc, enseignement majeur, une grande inertie, une difficulté à transformer de façon rapide le paysage énergétique. Parce que quand on parle en fait de transition, assez souvent on associe le terme à une transformation rapide et brutale. Ce n'est pas le cas du secteur énergétique, où il y a des infrastructures qui sont assez lourdes et il est compliqué et difficile d'évoluer en fait vers une situation où on est en fait dépendant d'un combustible donné et rapidement évoluer en fait vers une autre situation ou un statut où on a une substitution majeure ou un déplacement d'un combustible vers un autre. Deuxième enseignement, c'est la part il y a une substitution en fait qui s'est opérée du gaz naturel, du pétrole, des produits pétroliers vers le gaz naturel. Donc, il n'est peut-être pas en fait très importante, mais c'est une transformation qui s'est accélérée dans les années 90 et années 2000, surtout en Europe. Il y a aussi un dernier enseignement qui est la croissance de la part du charbon, qui est passée de 25% du mix il y a 25 ans à 29% aujourd'hui. Et cette évolution reflète le développement économique des pays émergents et la croissance économique en fait impressionnante de la Chine et de l'Inde sur cette période. Si en fait on zoome un peu sur une composante du secteur énergétique, le sous-secteur de l'électricité, on remarque que la part des énergies fossiles est assez importante. Là, je parle toujours en fait au niveau global, contexte international. La part des énergies fossiles reste dominante, autour de 70%. Et la part des énergies renouvelables hors hydraulique, en fait, est assez minuscule. Elle ne dépasse pas les 4-5%. Mais il est important de signaler qu'au cours en fait, des 15 dernières années, la croissance, la progression des énergies renouvelables était impressionnante et a connu en fait une croissance annuelle qui dépasse 25% pour l'éolien et dépasse les 50% pour le solaire et qui continue en fait à s'accélérer. On zoome davantage sur les énergies renouvelables et ce chart, ce graphe montre les capacités installées. On a agrégé en fait pour toutes sortes d'énergies renouvelables et pour certains pays qui sont on va dire les leaders dans le secteur. Les chiffres sont un peu, comme on peut l'imaginer, en fait, les chiffres de 2013, aujourd'hui on est en 2016, et on a dépassé largement ces chiffres. On voit par exemple que le total mondial installé, ça c'est hors hydroélectricité, est de 560 gigawatts, 560 000 mégawatts. Aujourd'hui on est presque à 800, on a dépassé les 800 000 mégawatts, 800 gigawatts. La part de l'éolien est à peu près de 430 gigawatts et le solaire est de 250 à peu près gigawatts. Donc des chiffres en fait assez importants. La contribution d'un nombre de pays en fait 3-4 est assez en fait dominante. La Chine, les États-Unis, l'Allemagne. Par exemple en Allemagne, on a atteint 45 gigawatts installés de solaire photovoltaïque. Et pour l'éolien, on est aussi à 45 ou même plus. La Chine, ils ont atteint 200 gigawatts en capacité totale qui est installée. Cette évolution est le reflet d'un nombre de facteurs ou de tendances lourdes qui ont façonné, comme je disais en fait, et continuent en fait à façonner l'évolution du secteur. Et là, je me permets en fait d'en mentionner quelques-unes au nombre de 5.
La première, c'est la prédominance des hydrocarbures. Et c'est une situation qui va encore durer pendant des années, hein, où quand on parle des énergies renouvelables aujourd'hui, transition énergétique, en fait, on s'imagine que dans quelques années, il va y avoir un shift brutal des énergies fossiles vers autre chose. Ça sera pas le cas. Et les énergies fossiles vont continuer à jouer un rôle au-delà de 2040 et 2050, et un rôle assez prédominant, hein. Les projections faites par les différentes études, par exemple, oscillent entre 65% pour les plus optimistes à 75 et 80% de part de contribution des énergies fossiles dans le mix de la demande des énergies primaires. Ceci, en fait, est d'autant plus possible que les réserves en énergie fossile ne posent pas vraiment de problème. C'est-à-dire qu'il y a assez de ressources pour couvrir une utilisation encore de au moins 2 siècles, on va dire, hein, pour le pétrole et le gaz naturel, et beaucoup plus pour le charbon. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, la raison majeure, hein, le facteur majeur de cette lenteur dans l'évolution est lié à la complexité du système énergétique, hein. Il est compliqué de complètement substituer, en fait, dans les domaines du transport et de l'industrie aux énergies fossiles qui sont utilisées par autre chose, hein. La deuxième tendance est ce que j'appelle en fait la poursuite du processus de rattrapage des pays pauvres, des pays riches par les pays pauvres ou les pays dits en développement, qui impacte la demande énergétique. Ça veut dire qu'il y aura toujours en fait une demande soutenue de la part d'un nombre en fait de pays qui sera contrebalancée par des gains en termes d'efficacité, mais la demande va dépasser ou va équilibrer en fait ces gains, donc la demande sera soutenue. Ça d'une part. D'autre part, il y a un phénomène de globalisation et de mondialisation qui va accentuer les échanges et qui amènera de développement économique, qui va faire que certains pays qui sont par exemple exportateurs vont devenir importateurs, et ça va bouleverser. Il y aura toujours, en fait, on va continuer à découvrir du pétrole et du gaz naturel, et ça continuera à impacter en fait le commerce international, les routes en fait du commerce, des échanges, et les marchés en fait des énergies fossiles. Donc la volatilité dans ces marchés-là va continuer, et l'importance de la stabilité de ces marchés-là ou de ce qui se passe sur ces marchés-là pour la planification énergétique va continuer. Troisième tendance majeure, c'est une transformation annoncée du modèle économique des entreprises du secteur électrique. Là, je fais allusion à ce qu'on appelle en anglais utilities. C'est les compagnies qui produisent de l'électricité ou les compagnies qui distribuent de l'électricité. Et dans le modèle classique, c'est des mastodontes qui sont intégrés verticalement, ou dans certains pays, il y a eu en fait une sorte de démembrement, mais c'est une industrie qui travaille sur un modèle qui est arrêté depuis un siècle, à savoir que la demande, c'est quelque chose qu'on subit, on essaie en fait de le prévoir, de faire des prévisions sur la demande et de planifier sur la base de l'évolution de cette demande. Donc les revenus sont plus ou moins prévisibles, et les opérateurs n'ont pas beaucoup d'incertitudes sur l'évolution des investissements, l'évolution de cette demande. Il n'y a pas en fait de défis majeurs qui perturbent leur planification.
Ce modèle est en train d'être perturbé, j'ai envie de dire, et pour plusieurs raisons. La première, c'est l'importance de la production décentralisée, c'est-à-dire que les consommateurs peuvent devenir producteurs. Donc, l'hypothèse en fait selon laquelle les clients sont que consommateurs et leur consommation est plus ou moins prévisible en fait par effet de foisonnement, il n'est plus en fait de mise, et le consommateur va jouer un rôle important dont il va être un maillon en fait actif et pas passif en fait dans le système. Il va y avoir de plus en plus, et c'est déjà le cas, d'intégration de technologies d'information et de communication. On parle de smart grids, smart metering et toutes ces technologies qui permettent de suivre de façon instantanée le comportement des consommateurs, de proposer des services. Et c'est aussi une niche pour les entreprises de télécom. Donc il y a une convergence des deux métiers. Le métier en fait des entreprises ou des fermes de télécom et de développement d'applications informatiques et des réseaux. Il ne faut pas oublier que le réseau électrique peut être exploité aussi pour communiquer. Donc on commence déjà à voir cette convergence, l'intérêt de certains noms assez connus en fait de la Silicon Valley pour ce secteur-là. Les Google et compagnie s'intéressent de près à ce secteur. Et la libéralisation, le mouvement de libéralisation qui s'est opéré en fait à partir des années 90 et va continuer. Il n'est pas encore stabilisé, le modèle idéal n'a pas encore été trouvé, et les modèles qui ont été mis en place dans les années 90 sont challengés aujourd'hui à cause justement de ces deux perturbations que j'ai mentionnées au départ, hein. Le fait qu'il y ait de plus en plus d'intelligence permet en fait de faire des économies par exemple, et le fait de produire sa propre énergie fait qu'on entre en compétition avec les producteurs centralisés. L'intégration régionale va continuer, les régions vont être interdépendantes. Économiquement, c'est très intéressant et c'est aussi une des réponses les moins coûteuses pour augmenter la pénétration de la part des énergies renouvelables dans les réseaux. Ça commence déjà en fait à avoir des effets je dirais pas néfastes, mais drastiques sur certaines entreprises du secteur en Europe. Je pense à Engie, c'était l'ancien GDF Suez, en Allemagne, Ion, qui ont été amenés à faire à déprécier beaucoup d'actifs à cause de cette mutation, hein, des dizaines de milliards d'euros qu'ils ont dépréciés pour des actifs en fait en majorité des moyens de production à base de gaz qui sont plus sollicités à cause de ces transformations qui sont opérées dans le marché. Et pour illustrer ça rapidement, le genre de challenge auquel sont confrontés les producteurs, les transporteurs et les distributeurs, hein, ce graphe montre la demande, c'était en 2011, janvier, au nord de l'Allemagne, une région en Allemagne, une comparaison entre la demande et la production en énergie renouvelable. Hein. Comme on le voit ici, la production en fait en énergie renouvelable est la première à être, entre parenthèses, dispatchée, parce que le coût marginal de cette production est zéro. Une fois on a fait l'investissement, on a investi dans l'outil, hein, après les coûts d'exploitation où le coût marginal de production est zéro. Donc, en plus, en Allemagne et dans ces pays-là, il y a des tarifs incitatifs, donc il y a l'obligation de prendre toute cette énergie-là sur une période de temps. Mais même s'il n'y avait pas ces obligations-là, c'est une énergie en fait qui vaut zéro en termes de coût marginal. Donc c'est la première à être levée. Et par exemple là,
il y a en fait un résiduel entre la demande et la production totale des énergies renouvelables, solaires et éoliens, de 1175 mégawatts. Et la fin du mois, la différence était de 13 858 mégawatts. Cela veut dire en fait qu'il faut avoir la capacité, les outils qui sont capables d'accompagner ces variations de la brutale, c'est les moyens de production conventionnelle, mais aussi de couvrir ces gros différentiels. Ce que en fait, ce petit différentiel veut dire, c'est qu'il y a en fait une capacité de production conventionnelle, peut-être du gaz, du charbon, qui est à l'arrêt et qui va en fait démarrer pour couvrir l'absence de renouvelables. Parce qu'en fait, il y a une intermittence qui fait qu'on n'est pas sûr tout le temps de produire. Et ça perturbe, comme je disais tout à l'heure, le modèle classique où on planifie en fait de façon centralisée, on connaît sa demande, donc les moyens de production, ils sont en fait planifiés de façon à réduire au maximum le coût de l'énergie produite. Donc on sait d'emblée en fait que par exemple la centrale nucléaire va tourner en fait 24/24, la centrale à charbon va tourner en fait 85% du temps, etc. Là, avec l'imprévisibilité, la grosse part des renouvelables d'imprévisibilité font qu'on n'est plus sûr en fait de pouvoir placer sa centrale conventionnelle tout le temps pour amortir le capital. Et voilà, ça chamboule en fait le business plan de ce qu'on appelle legacy utilities, les entreprises du secteur, les entreprises traditionnelles du secteur. La quatrième tendance, c'est justement la diffusion plus large des énergies renouvelables. Les investissements vont continuer à croître, les prix continuent à baisser de façon extraordinaire. Hein. Aujourd'hui, on a atteint la parité pour un nombre de technologies, hein, pour l'éolien, pour le photovoltaïque, par exemple, le Maroc. Pour ne citer que le Maroc, en fait, on est largement au-dessous de la parité ou du coût en fait de vente de l'électricité. Et ce développement va s'accentuer surtout dans les pays émergents. Le solaire photovoltaïque va s'imposer parce que c'est une technologie en fait qui est modulaire, donc qu'on peut installer chez soi. Donc la part du photovoltaïque va augmenter de façon importante. Et les autres options, par là, je veux dire que, par exemple, ce qu'on appelle le CSP, c'est-à-dire le solaire à concentration, comme celui qui a été développé, le projet qui a été développé à Ouarzazate, ces technologies-là, en fait, vont être de moins en moins sollicitées. Leur contribution va être marginale et ne va pas dépasser, surtout avec l'avènement, j'en parlais tout à l'heure, en fait, de solutions de stockage qui sont plus compétitives. Donc la survie de ce type en fait, de technologie n'est pas assurée. D'ailleurs, si je reviens en fait un petit peu en avant, là j'ai pas parlé du CSP, hein, de ce solaire à concentration, parce que ça, voilà, c'est ça. Et sa contribution est vraiment en fait très très petite. Aujourd'hui, en fait, la capacité à installer sur le plan global ne dépasse pas les 4500 mégawatts. Donc c'est vraiment très peu par rapport au chiffre que j'ai annoncé au tout début, qui était de 800 000 mégawatts, donc même pas 1%, hein, 0,5%. La cinquième tendance et le rôle important, comme je disais tout à l'heure, en fait, que vont jouer les technologies de stockage et les réseaux intelligents. Je pense surtout aux technologies en fait dites électrochimiques, c'est-à-dire les batteries, hein, et les piles à combustible. Les coûts de ces moyens de stockage des batteries ont baissé de façon importante. Aujourd'hui, les coûts ils sont à 250, $200 le kilowattheure, et avant, en fait, 2020, on sera à $100 le kilowattheure. Et là, ça poussera vraiment, en fait, un mouvement
ça incitera un mouvement de migration de gens, en fait, du réseau vers une sorte d'autoproduction. C'est-à-dire qu'une fois on peut produire son énergie et la stocker, et ça revient moins cher d'être client, par exemple, d'un distributeur, il y a une catégorie de personnes, en fait, qui va, on va dire, se déconnecter du réseau, qui va être presque en autarcie, hein. Et ça va précipiter les tarifs, en fait, du reste vers le haut, c'est-à-dire le volume des ventes va de plus en plus baisser, et les investissements sont déjà là. Je parlais tout à l'heure d'inertie, les investissements sont déjà là, du réseau, etc. Donc, pour les amortir, l'ensemble ou le volume, en fait, sur lesquels on va les amortir va de plus en plus être réduit. Ça va créer un gros problème. Donc, les technologies de stockage et les réseaux intelligents vont jouer un rôle très, très important dans cette évolution. Il y a aussi le dessalement de mer va jouer un rôle, le couplage avec les énergies intermittentes et une opportunité. Donc, et ça rejoint un petit peu les soucis ou la problématique du changement climatique et l'impact du réchauffement planétaire sur les ressources en eau douce, hein. C'est-à-dire qu'on sera amené à faire de plus en plus de dessalement de mer, et ça offre des opportunités pour atténuer l'impact de l'intermittence des énergies renouvelables. L'eau, ça peut stocker, donc quand le vent souffle, on produit, on dessale et on stocke de l'eau. Donc c'est une opportunité intéressante. Donc je passe au cas du Maroc. Ce graphe montre l'évolution de la demande de l'énergie primaire entre 1980 et 2014. Comme vous pouvez en fait le voir par opposition au premier chart que j'ai montré de l'évolution au niveau global. Là, on voit vraiment en fait une mutation très importante. Et il est en fait, cette mutation est typique d'un pays qui passe d'un statut de pays à revenus faible à un pays à revenus intermédiaire. Parce que quand on est en fait, on a quand la taille de l'économie en fait d'un pays est très réduite, en général l'essentiel son utilisation ou l'essentiel de l'énergie utilisée, elle est utilisée soit dans l'industrie, soit dans la production d'électricité en fait, mais avec une taille qui est petite, et le transport. Et quand on a un système électrique qui est petit, en général, on commence par des groupes diesel et du fuel, parce que c'est facile à transporter et c'est moins cher pour des tailles qui sont réduites. 2014, la part du charbon qui a augmenté de façon très importante et correspond à la croissance de la part du charbon dans la production électrique, avec la mise en service de plusieurs unités de production depuis en fait le début des années 70, et la part du gaz qui augmente aussi, avec l'avènement du gazoduc Maghreb-Europe et la consommation du gaz naturel pour la production d'électricité. Et globalement, depuis, en fait, sur les 15 dernières années, on a eu une croissance assez soutenue de la demande énergétique qui était en moyenne de 5,2% par an. Rapidement, ce graphique montre l'évolution depuis 2005, c'est-à-dire les 10 dernières années, et on voit bien que la part l'électricité importée, par exemple, a augmenté énormément. Il y a aussi l'éolien qui apparaît vers la fin. Les dernières années, en fait, c'est encore marginal, mais ça commence à être à dépasser les 1-2%. On est en termes d'énergie primaire. Là, c'est pas en fait la production d'électricité, c'est vraiment l'énergie primaire, la consommation d'énergie primaire.
Un graphique qui compare le Maroc et qui le situe par rapport à la consommation dans d'autres pays. On voit bien que par rapport à la moyenne mondiale, c'est le tiers de la moyenne mondiale, hein, 560 kg équivalent pétrole par personne, alors que la moyenne mondiale est de 1900. Donc ça reflète trois choses, hein, que le niveau de développement industriel du pays est moins important, et pas très important. Donc l'industrie ne consomme pas beaucoup d'énergie. Et ça reflète aussi le niveau de vie et de revenus des citoyens. Hein. Ils ne sont pas super équipés, hein, le ménage moyen. Et ça reflète aussi la nature du climat tempéré au Maroc. Il n'y a pas beaucoup de chauffage, ni beaucoup de clim, etc. Donc, néanmoins, en fait, c'est assez bas. Hein, c'est très, même si on rajoute, en fait, dans cette comptabilité, la biomasse traditionnelle qui est utilisée dans le milieu rural n'est pas, je pense, prise en compte. Mais même quand c'est pris en compte, on reste toujours inférieur aux autres pays, en fait, voilà, qui sont là. En termes de facture énergétique, une baisse importante les dernières années qui reflète la baisse du prix du pétrole. Les charges de compensation ont baissé aussi énormément. Ils étaient à 7, presque à 8 milliards de dirhams à fin 2015. Et la part, évidemment, la valeur des importations par rapport aux exportations était de 31%. Hein. Donc, pareil, elle a baissé énormément. Là, je vais me focaliser sur le secteur électrique, parce que les slides que j'ai déroulés avant, en fait, ils concernent le secteur énergétique dans sa globalité. Ce diagramme-là donne un aperçu de l'organisation institutionnelle du secteur. Je pense que voilà, tout le monde, en fait, connaît plus ou moins comment le secteur est organisé, avec une distribution qui est dont la tutelle et le ministère de l'Intérieur, hein, qui dépend des collectivités territoriales. L'ONE, la TETUL, c'est le ministère de l'Énergie, avec Mazen, je sais qu'il n'est peut-être pas là. Là, ça devrait être Mazen. Copier-coller, hein. Et une partie de la production qui est générée par le privé. Les tarifs, c'est une péréquation. Ils sont fixés par une commission interministérielle qui est présidée par le ministère des Affaires économiques et générales. Pour la consommation électrique au Maroc, la consommation par habitant est comparable à la moyenne mondiale. Hein. Et cela reflète l'effort qui a été fait par l'effort en termes d'électrification rurale, hein, qui a haussé la consommation par habitant sur les 15 dernières années à un niveau assez important. Croissance de la demande soutenue depuis en fait 2000 jusqu'à 2012-2013, presque 17% par an. Après, ça a freiné un peu. Donc on est maintenant plutôt vers les 4%, 3 et 4% en annuel. Un graphe très intéressant qui montre l'évolution de l'offre, c'est-à-dire les combustibles qu'on met en place pour répondre à cette demande. Donc ça a toujours, la prédominance des énergies fossiles est manifeste. Hein. Aujourd'hui, on est à 73%. Ce qui est aussi intéressant à remarquer, c'est la part substantielle des importations. Donc c'est la partie rouge là. Tout ça, c'est des importations d'Espagne qui ont augmenté de façon soutenue depuis le début des années 2000, hein, qui se situent aujourd'hui à peu près à 15%, 14-15%, et qui ont atteint par moment 18%.
l'essentiel de la moitié de la production provient des centrales à charbon, et voilà, plus de 50%. Et cette contribution va continuer à augmenter avec la mise en service en fait d'autres infrastructures qui sont privées dans le plan d'équipement du pays. Un autre graphique qui est très intéressant, c'est l'évolution de la part du privé dans la production, dans l'activité de production. Au début des années 90, on peut voir que l'essentiel de la production est du fait du monopole public, l'OINE, et avec des importations à l'époque de l'Algérie, au début des années 90, et 96 avec l'avènement du contrat avec GILEC, la part du privé en fait en termes de production a progressé de façon importante. En même temps, la part des exportations, bon, elle s'était atténuée un petit peu, mais avant de redémarrer au début des années 2000, comme je disais tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on va dire presque 54 plus 14, donc ça fait 68, presque 70% de la production électrique ou d'électricité, de la demande est satisfaite par du privé et par les importations. Et ce chiffre-là va continuer à augmenter dans les années à venir avec la mise en service d'autres projets qui sont en cours, les projets de production renouvelable, d'origine renouvelable, les centrales qui sont prévues à Safi, et cette part en fait du privé et des importations va probablement dépasser les 80% d'ici la fin d'ici 4 ans, 5 ans. Un autre charte que je trouve très intéressant, c'est l'évolution de la production d'origine renouvelable. Je dois rappeler en fait que jusqu'à la fin des années 60, début des années 70, l'essentiel de la production électrique au Maroc était d'origine hydraulique. Les premières centrales à charbon ont été mises en service en fait de centrales de taille importante à la fin des années 60 et jusqu'au début des années 70, donc c'était plutôt l'hydroélectricité qui était utilisée pour répondre aux besoins du pays. Et ça a baissé en fait à partir des années 60, 70. Et ce qui est remarquable, c'est que aujourd'hui, l'éolien a dépassé l'hydraulique en fait. En termes de capacité installée, l'éolien représente à peu près 700 et quelques puissants mégawatts. L'hydraulique, on est à 1400. Il produit beaucoup plus. Et cette tendance va s'accentuer pour plusieurs raisons. L'impact du changement climatique, on est une. La part d'hydraulique va continuer peut-être à baisser. Et en plus, il n'y a pas beaucoup d'opportunités ou de sites pour développer davantage de capacités. Donc cette part va stagner, mais par contre, la contribution de l'éolien va continuer à augmenter pour dépasser largement l'hydraulique. Un graphe sur les tarifs. Les tarifs, en fait, au Maroc sont les plus élevés de la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, à part peut-être la Palestine. Et ils sont supérieurs de façon substantielle. Il faut dire que dans la plupart de ces pays-là, les pays de la région MENA, les tarifs sont subventionnés, ce qui n'est pas le cas ici au Maroc. Mais même quand on les compare aux tarifs, là c'est le tarif moyen de vente aux consommateurs industriels de taille moyenne. Ce n'est pas les tarifs en fait de vente pour les résidentiels ou les petits consommateurs. Je disais en fait, même quand on compare ce tarif moyen au tarif en vigueur dans des pays en fait voisins ou qui sont plus ou moins comparables au Maroc, les pays de l'Europe de l'Est, ces tarifs-là ils sont élevés. La raison pour laquelle j'ai mis ce graphe, c'est
pour attirer l'attention ou mettre sur la table le fait que le niveau des tarifs qui augmente compromet la compétitivité de l'industrie nationale comparé à des pays avec un tissu industriel, il n'est pas comparable à celui du Maroc, mais auquel on se compare d'habitude en fait quand on fait du benchmark de certains secteurs du pays. Donc voilà, des tarifs qui vont continuer à augmenter. Ce qui est intéressant aussi à dire, c'est que les tarifs en Europe sont plutôt sur une tendance baissière, hein, ces 2-3 dernières années. Mais bon, ça c'est les tarifs de gros, on va dire. Par contre, la part de la taxation a augmenté et devient de plus en plus importante. Comme vous avez dit tout à l'heure, une bonne partie des importations, une partie substantielle de la demande est satisfaite par des importations de l'Espagne. Donc le pays est intégré à ses voisins. Il y a des interconnexions avec l'Algérie, avec l'Espagne. Il y a des plans pour étendre ou développer des interconnexions avec d'autres pays à côté, le Portugal et éventuellement la Mauritanie. Donc à ce niveau-là, le Maroc a des atouts qui sont considérables et qui lui permettent éventuellement de considérer ou de considérer en fait son avenir énergétique de façon régionale, en essayant de prendre ou tirer profit des opportunités qui sont offertes au niveau régional. Rapidement, les perspectives de développement du secteur, hein, là, c'est les projections qui ont été annoncées lors de la COP21, les projections du Maroc, hein, qui ambitionnent de réduire à 82% la dépendance du pays vis-à-vis des importations de produits énergétiques, qui est aujourd'hui à 95% et même plus, hein, et la volonté de hausser la contribution, la part des énergies renouvelables à 52% de la puissance installée. Ceci dit, en fait, même si on atteint 52% à horizon 2030, la contribution des énergies fossiles va continuer à être majoritaire, hein. Il va certainement continuer à dépasser les 60% à 70%. Donc, quand on dit 52%, c'est en termes en fait, de moyens de production installés, développés, construits. Mais en termes en fait, de couverture de la demande, tout cela dépend de l'évolution de la demande, bien sûr, hein. La prédominance des énergies fossiles sera toujours là, hein. Et avant 2030, il y a la stratégie de 2020 qui a été mentionnée tout à l'heure, qui consiste à installer 2000 MW de centrales solaires à horizon 2020 et 2000 MW de parcs éoliens, dont les projets de Ouarzazate, Midelt, etc. Aujourd'hui, en fait, on est sur un chemin critique, hein, pour atteindre ces objectifs. Donc, on est encore très loin. Par exemple, en termes de solaire, il n'y a que 140 ou 150 MW qui sont installés. Et il reste encore 3-4 ans pour atteindre 2020. L'éolien, on est à 800 MW. Donc, l'année 2017 va être une année charnière, hein, pour atteindre ces objectifs-là. Soit, en fait, le développement des projets accélérés pendant cette année, dans ce cas-là, ces objectifs seront atteints. Sinon, en fait, voilà, donc il faut plutôt prévoir il faut plutôt déplacer ces objectifs à 2021, 2022 et au-delà. Rapidement, deux slides sur le gaz naturel. La production locale du gaz naturel est très limitée, hein.
la consommation totale est de 1,2 milliard de mètres cubes, alors que la production locale est de 87 millions de mètres cubes. Il est consommé en fait localement dans la région du Gharb et Souera. Et l'essentiel en fait, des besoins du pays proviennent du gaz de redevance fourni par dans le cadre du gaz naturel algérien qui traverse le GME. Il y a aussi une partie qui provient d'un contrat signé entre l'ONE et la Sonatrach algérienne. En termes d'exploration et production d'hydrocarbures, beaucoup de dépenses, beaucoup d'investissements dans les activités d'exploration, mais aucune découverte majeure. Hein. La cadence des forages ou de l'activité d'exploration s'était accélérée dans les années 2000, et là il y a eu une décélération à partir de la crise financière de 2008-2009. Et avec l'effondrement des prix du baril, hein, on est toujours à des niveaux très très bas en termes d'exploration. En termes d'importation du pétrole, je pense que c'est même plus d'actualité aujourd'hui avec la fermeture de la Samir. On n'importe plus du pétrole brut, hein, on importe directement les produits pétroliers raffinés, mais historiquement, on a tourné autour de 6 millions de barils de pétrole par an, à peu près. Et justement, là, j'aborde un petit peu le cas de l'activité de raffinage. Hein, personnellement, je ne suis pas sûr que ça a du sens de continuer à défendre le développement ou le maintien d'une activité de raffinage qui est supportée par l'État. Il y a beaucoup de surcapacité dans le marché européen et à moins d'être vraiment compétitif, c'est-à-dire à moins d'avoir un projet porté par des investisseurs qui sont inscrits dans un projet compétitif, je ne vois pas vraiment, moi, personnellement, d'intérêt d'avoir une raffinerie. Hein. Il y a beaucoup de surplus sur le marché et il y a de plus en plus, en fait, d'intégration, comme je disais tout à l'heure, des échanges sur le marché de l'énergie. Il y a aussi un shift vers l'utilisation ou ce que j'appelle l'électrification. Donc, éventuellement, sur le long terme, hein, l'utilisation des produits pétroliers va continuer à baisser. Donc l'essentiel, c'est d'avoir un accès compétitif à ces produits-là, ces produits pétroliers. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut envisager de résoudre, j'ai envie de dire, la situation ou le problème de sous-performance financière et opérationnelle de la Samir. Après cette revue assez rapide des chiffres, je me permets de donner ici quelques points qui présentent, à mon avis, des défis majeurs pour le secteur, hein, qui doivent être au centre de toute réflexion sur la conception ou toute réflexion globale pour réussir la transition énergétique. Je commence par le cadre institutionnel qui me semble être à bout de souffle. Et d'ailleurs, ça, tout le monde on parle, hein, quand on essaye, par exemple, quand on crée une autorité de régulation, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, ce qui a été fait, où on essaye de fusionner ou déplacer des activités de l'ONE vers Mazen. Donc on est dans ce contexte-là. On sait que le cadre institutionnel et les règles institutionnelles ne permettent plus d'accompagner ces efforts de transformation.
Aujourd'hui, le secteur est géré en fait dans le cadre d'un monopole public, hein, sur toute la chaîne. Hein. Et quand il y a du privé, c'est du monopole privé, c'est pas vraiment en fait de la compétition. C'est des contrats sur le long terme qui figent l'évolution du secteur, hein, et qui ne permettent pas d'envisager des réformes sur le long terme. Les tarifs, c'est plutôt des arbitrages politiques, hein, et ne reflètent pas les courriels. Hein. Donc ce qui se passe, c'est que le financement quand il y a des équilibres des tarifs en termes de coûts, hein, c'est pris par des établissements publics, hein, genre l'ONE ou Mazen, et il y a de temps à autre des révisions, mais le processus est assez fastidieux et essaye de préserver en fait des équilibres où l'on essaie en fait de défendre les intérêts des différents intervenants et qui ont des intérêts en fait assez divergents assez souvent. Comme je disais tout à l'heure, les acteurs privés, ils ont un partage de risques qui est favorable, donc ils ne prennent pas beaucoup de risques. En général, c'est des contrats sur le long terme avec beaucoup de sûreté, donc c'est pas vraiment de la compétition. Hein. Et le financement, in fine, il est garanti par l'État. Donc quand on dit en fait le privé finance, pas vraiment. Hein. Il y a des lettres de confort, hein, du gouvernement en fait, qui permettent de financer. En fait, c'est de la dette qui est déplacée de l'État vers le privé, mais bon, en général, les projets ne sont pas faits s'il n'y a pas des garanties suffisantes de la part de l'État pour supporter en fait ces projets-là sur leur durée de vie. Dans le domaine de la distribution, qui est du ressort des collectivités territoriales, la généralisation de l'électrification a rendu obsolète la notion de territoire autour des municipalités. On le voit aujourd'hui dans l'organisation de la distribution. Il y a quelques régies qui sont là de façon historique, hein, et le reste du territoire est couvert par l'établissement public qui est l'ONE, alors que normalement cette activité, comme je disais tout à l'heure, est du ressort des collectivités territoriales. Le dernier point très important, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour mettre en place un cadre réglementaire pour la promotion des énergies renouvelables. La mécanique, en fait, a du mal à prendre ou à marcher. Hein. Il y a le cadre institutionnel ne permet pas d'atteindre les objectifs escomptés en termes d'énergie renouvelable et en termes d'efficacité énergétique. Hein. Les distributeurs, par exemple, ont intérêt à faire du volume. Hein. Et des clients qui consomment moins, ça ne les arrange pas beaucoup. C'est moins de ventes, donc c'est moins de marge. Donc c'est la prime est au volume, pas en fait à la sobriété énergétique. Un point très important, j'en parlais tout à l'heure, c'est les énergies renouvelables. Le cadre réglementaire, il est là, il est très intéressant, mais jusqu'à la date d'aujourd'hui, à part quelques projets, en fait, la loi 1309 a été publiée fin 2009, début 2010, hein, 6 ans, le bilan est assez mitigé, hein, il n'y a pas eu beaucoup de projets, et on a du mal à étendre le cadre de cette loi sur tout le territoire ou à tous les clients, à tous les niveaux de tension, etc. Donc il y a des objectifs qui sont très ambitieux, mais le cadre qui est prévu pour atteindre ces objectifs-là n'est pas adéquat. Un autre défi qui est très important, majeur, c'est les changements climatiques. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, le corollaire du réchauffement, de l'augmentation des températures, c'est des besoins en énergie qui vont augmenter. Hein.
Les besoins en termes de clim vont probablement augmenter, hein. Les besoins en termes d'irrigation vont augmenter. Les besoins aussi, en fait, même du secteur énergétique lui-même pour le refroidissement des centrales thermiques vont augmenter. Donc il y a des besoins en eau, ce qui implique en fait des besoins en énergie qui vont croître. C'est corrélé en fait à l'augmentation de la température. Variabilité importante de la production hydroélectrique, il est déjà en fait très marginale aujourd'hui, elle est très aléatoire, hein, cette production hydroélectrique, donc ça va s'accentuer, cette volatilité va s'accentuer. Et point important aussi, hein, c'est que la demande en ressources en eau en fait va augmenter, ce qui va pousser à faire beaucoup plus de dessalement de mer. Donc, par conséquent, ça va accentuer la demande énergétique in fine. Et toujours une dépendance par rapport au prix des énergies fossiles. Tout à l'heure, je disais en fait que l'objectif en fait de la stratégie, c'était d'atteindre 82% de dépendance à horizon 2030. Donc, il y aura toujours cette dépendance et la réforme de la caisse de compensation n'a pas encore été... Il y a une décompensation, mais il n'y a pas eu de réforme. Donc, c'est jamais en fait... On a une augmentation majeure des prix. Je pense qu'on risque de revenir à la situation d'avant. Voilà, donc... voilà, merci beaucoup. Hein. Donc... par exemple, pour un pays... en fait, moi, voilà, j'ai parlé en fait d'un pays où l'accès à l'énergie est déjà en fait très limité. Hein. Par exemple, c'est le cas de beaucoup de pays qui en Afrique. Là, on peut envisager dès le début, voilà, s'inscrire dans un schéma qui est proche de ce qu'on appelle en fait aujourd'hui le schéma de production décarbonée avec une prédominance d'énergie décentralisée, propre, efficace énergétique, etc. Pourquoi? C'est la même chose que pour les télécoms. Hein. Avec l'avènement du mobile, hein, l'accès à la téléphonie a été généralisé rapidement dans beaucoup de pays, par exemple africains, où il n'y avait pas de réseau. Hein. Donc, investir dans les réseaux et des infrastructures en fait, qui sont lourdes est beaucoup plus cher que d'aller directement en fait, vers la dernière technologie. Voilà. Et pour un pays comme le Maroc, je pense que c'est possible de le faire. Quand on dit en fait rapidement, là, on ne parle pas en fait de quelques années. Hein. Par exemple, il y a tout le secteur du transport qui est gros consommateur d'énergie fossile, qui va prendre du temps avant de shifter vers une production propre. Ça, je pense, pas avant 2050, 2060 peut-être. Mais pour la production électrique, c'est possible et ça devient de plus en plus intéressant et même moins coûteux qu'on pensait auparavant. Mais le problème qu'on a, c'est comment gérer en fait l'existant, hein, parce qu'il y a des actifs qui sont déjà là. Donc si on veut en fait, techniquement, si on veut aller directement vers ce qu'on appelle aujourd'hui les énergies renouvelables, etc., il faut déprécier ces actifs-là rapidement. Hein. On continue à construire des centrales, et c'est des milliards de dirhams, des milliards de dollars. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, le cadre institutionnel ne permet pas encore de faire, de laisser, en fait, de transférer le risque d'obsolescence technologique aux investisseurs. Parce qu'aujourd'hui, ça a plus de sens peut-être de faire de l'éolien que de faire une centrale à charbon. Si en fait, c'est ce qui s'est passé en Europe, je parlais tout à l'heure au tout début, de compagnies européennes qui ont été amenées à déprécier des actifs
des quantités impressionnantes de cycles combinés. C'est, par exemple, GDF Suez avait des précis pour l'équivalent, je pense, de 25-30 milliards d'euros d'actifs il y a 3 ans. Parce qu'ils étaient en compétition et la compétition a fait que il y a des technologies en fait qui ont pris le pas, qui ont reçu un coup de pouce au début. Donc ils étaient obligés en fait de shifter vers autre chose. Ici au Maroc en fait, le partage des risques n'est pas le même. Tout à l'heure en fait, quand un privé est là, c'est un monopole privé, c'est pas de la compétition. Et ils ont en fait des contrats sur 30 ans, et tout est pass-through. Par exemple, le risque par exemple des fluctuations du gaz, du charbon, c'est l'ONE qui le prend, en l'occurrence c'est l'État. Et eux en fait, ils sont dans des contrats où ils rémunèrent en fait l'investissement initial, le capital, et ça s'arrête là. Et ils ont un petit risque opérationnel. C'est-à-dire il faut qu'ils exploitent bien en fait leurs outils de production. À part ça, on était amené à le faire en fait au début des années 90. Je pense qu'il y avait peut-être une situation qui faisait que ça avait du sens et c'était en fait un premier pas vers une libéralisation. Ce qui était prévu en fait à la fin des années 90, c'était commencer par ça et initier un processus de dérégulation au début des années 2000. Et tout ça en fait a été écarté, on a continué sur le même chemin. Au début ça avait du sens, mais après peut-être que c'est pas la bonne façon de faire, hein, parce que comme je disais tout à l'heure, on fige le secteur. Hein. Si on est en fait sur des contrats, 80%, 90% du secteur qui est des contrats sur 25 ans, 30 ans, on n'a pas beaucoup de latitude pour concevoir ou d'évoluer vers autre chose. On est loqué sur 25 ans. Et ces acteurs-là, en fait, c'est à juste titre, hein, ils sont rationnels. Hein, ils élaborent des stratégies pour optimiser leurs revenus. Hein. Le fait d'introduire par exemple en bourse GLEC fait qu'il y a aussi des épargnants qui sont investis, donc il faut assurer la survie de cette boîte. Donc négocier le contrat va pas être compliqué parce que à la fin de ce contrat-là, c'est une action qui disparaît. Donc ils ont un outil en fait d'avoir une vision qui dépasse ses intérêts. La continuer maintenant qu'il est hyper endetté, c'est pas normal. C'est pas une situation normale. On ne trouve pas ça, par exemple, en Europe. C'est GDF, ils ont perdu des milliards, ils sont retournés vers d'autres niches parce qu'on ne peut pas les choses de cette façon-là. Donc en fait, il y a un vrai problème qu'il faut poser. Et puis, je ne sais pas, il doit bien y avoir une solution, partager un petit peu. Si c'est une volonté vraiment d'aller vers le renouvelable et sans trop déréguler, bon, il y a bien un système qu'il faut déployer sur le long terme pour ne pas avoir des tarifs qui vont continuer d'augmenter ou des endettements quelque part. En fait, surtout que bon, il y a ce problème d'intermittence qui n'est pas résolu. Le coût marginal, il n'est pas zéro. Hein, il n'est pas zéro. Parce que le coût marginal de tout le parc, hein, il augmente. Oui, mais le tarif, ici, on n'a pas un marché. On a un tarif par rapport au coût marginal de tout le parc. Je parle du coût de production d'éolien ou d'hydraulique, c'est zéro. Ça me coûterait. Une fois en fait j'ai investi, si ça produit, le prix en fait que tu me donnes dans le marché, je le prends. Parce que j'ai pas en fait de coût d'exploitation. Donc moi je fixe le prix. Oui, je comprends. Mais quand j'achète de l'électricité, les consommateurs, ils achètent 1 kWh, il ne sait pas d'où il vient. Alors si j'arrête la centrale à charbon, hein, son coût marginal, après quand je la pour écouler les kilowattheures éoliens ou solaires, après quand je remets en marche la centrale à charbon, son coût marginal il va augmenter. Et la centrale à charbon elle marche 10 fois plus que l'éolien et le solaire. Donc ça aussi c'est un vrai problème. Donc il y a déréguler, déprécier le charbon alors que le coût marginal là où on dit le marché est clear, là où le marché, c'est la centrale la plus chère en fait. C'est ça ce qui paye en fait l'industriel. Mais en fait, quand je parle tout à l'heure du coût marginal, c'est le coût marginal. Je parle en fait du coût de production.
la centrale à charbon, son coût en fait de production, c'est le coût du charbon que je vais brûler. D'ailleurs, je ne vais pas. Aujourd'hui, on peut prévoir en fait la production d'éoliennes de façon très précise 24 heures avant. Et on peut agir aussi sur la demande. Parce qu'avec, je parle en fait de smart technologies. Les technologies en fait smart permettent d'agir aussi sur la demande. C'est-à-dire, on peut en fait évoluer vers une situation où on peut réduire à distance avec des dimmers, en fait, pour réduire la luminosité en fait d'un nombre de citoyens ou de consommateurs à distance. Une utilité peut en fait envoyer un signal, réduire en fait la demande et du coup épouser effectivement cette, en temps réel cette intermittence. Et ça va continuer en fait à pousser les prix vers le bas. Et ce qui va se passer, c'est ce que... Hein? Le privé face à geste. Ce qui va se passer, par exemple, c'est que les consommateurs qui auront la possibilité de mobiliser du CAPEX, d'installer du solaire photovoltaïque et de mettre des batteries, eux, ils vont en fait migrer du réseau. Donc, c'est qui va rester en fait qui va continuer à être client de ces distributeurs? C'est les gens qui ne pourront pas en fait se permettre d'acheter ces... Donc, eux, le volume de consommateurs va de plus en plus diminuer. Ils vont supporter en fait les coûts de cette migration, à moins qu'effectivement que l'État commence, ou le planificateur commence à anticiper tout cela et à prévoir une transformation qui est graduelle. Parce que dans 5 ans, par exemple, si j'arrive en fait à produire mon énergie et la stocker dans une batterie et l'utiliser le soir et à 1 dirham kilowattheure, j'ai plus aucune raison de rester client de la LIDEC ni de Reda. Et si on est nombreux à le faire, ceux qui vont rester doivent payer. Voilà, donc, J'ai été interpellé par une idée dans l'avant-dernier slide. L'idée selon laquelle vous dites que les régies et les délégataires des services publics, les concessionnaires, n'incitent pas ils vont à l'encontre, si j'ai bien déterminé, des exigences d'économie et d'efficacité énergétique, notamment en matière de consommation d'énergie et aussi d'eau, parce que la consommation d'eau est aussi liée à la consommation d'énergie, parce qu'on a besoin de l'énergie pour produire de l'eau. Je crois que là, ça nous interpelle, nous Marocains, qui avons déjà passé pas mal de contrats de concession avec les 3 plus grandes métropoles, à savoir Casablanca, Rabat et Tanger, qui représentent, je n'ai pas les chiffres en tête, mais une bonne partie des consommateurs urbains de ces services. Est-ce qu'il n'est pas temps maintenant, d'autant plus que ces contrats sont de longue durée, jusqu'à 30 ans, qu'en général, on n'envisage pas forcément la reprise de ces contrats en régie, parce que c'est un peu compliqué. Et puis le délégataire, il est dans une position plus ou moins confortable pour renouveler le contrat. Il peut user de ses capacités technologiques et aussi de sa négociation pour carrément amener le délégant à opter automatiquement pour lui. Est-ce qu'il n'est pas temps justement de penser à une nouvelle génération de contrats, de partenariats publics-privés qui incitent justement à la rationalisation de la consommation? Parce que les business models de ces contrats de concession, ils sont par excellence basés sur les volumes consommés. Donc ils n'incitent pas, comme vous l'avez à juste titre très bien dit, n'incitent pas à la rationalisation de l'énergie. Est-ce qu'il n'y a pas d'expérience internationale qui pourrait inspirer le Maroc pour justement introduire des contrats de PPP avec des objectifs de performance qu'on assigne au secteur privé, pour l'inciter à sensibiliser déjà les consommateurs, comme vous venez de le dire, à moins utiliser, à rationaliser l'utilisation de l'énergie, mais en contrepartie, le gain qui pourrait être dégagé de cette économie d'énergie pourra être éventuellement partagé avec l'opérateur privé. C'est-à-dire c'est du gagnant-gagnant. On agit aussi bien sur l'offre que vous l'avez présentée, mais on oublie très souvent d'agir sur la demande. Ça c'est important, le gaspillage. Si, il y a des expériences. C'est un peu partout, aux États-Unis par exemple, il y a beaucoup d'États et de municipalités où les contrats ne rémunèrent pas que le volume. Ils donnent en fait un prix plus intéressant sur les gains.
en termes d'efficacité. On incite en fait les gens à vendre moins finalement, hein, et même bien avant tout l'intérêt qu'il y a eu depuis en fait une dizaine d'années pour l'efficacité énergétique. C'est-à-dire au début par exemple des années 90, au Royaume-Uni, la plupart des contrats, c'est pas des contrats en fait, les compagnies en fait de distribution d'électricité, de production, en fait toutes les compagnies de la chaîne, ils sont les compagnies de distribution, celles qui gèrent les réseaux plutôt en fait, le réseau de transport et le réseau de distribution. Parce que là c'est des monopoles en fait, on ne peut pas donner un réseau à plusieurs, un réseau c'est des infrastructures, donc leurs revenus en fait ils sont connus d'avance et on leur impose des gains en termes de performance chaque année. C'est-à-dire on leur dit il faut réduire en fait les pertes par exemple chaque année de 1%, et pour effectivement atteindre ces objectifs, et ils sont obligés d'investir dans la performance, ce qui n'est pas le cas ici effectivement. Par exemple, l'éclairage public, hein, je sais que dans certaines villes, les concessionnaires, ils ne veulent pas mettre des LED, hein. Ça ne les intéresse pas, ils veulent que ça consomme maximum. Et ils ont raison, hein, ils sont dans la logique en fait de maximiser leur profit. Hein. Mais là, il y a des expériences qui ont déjà commencé à émerger, par exemple au niveau de la communauté de Salé. Il y a une société de développement local avec un actionnariat public-privé, il y en a commune, un opérateur privé, à qui on assigne des objectifs de performance pour réduire la facture énergétique de 40% pendant une durée de 6 à 7 ans. Donc ça, c'est peut-être une alternative. Exactement. Voilà. Particulièrement pour l'éclairage public, parce que ça, la facture de l'éclairage public pèse très lourd dans le budget des collectivités. Moi, je me rappelle d'une initiative pour distribuer des lampes à basse consommation. 2009 ou 2011, des contrats programmes ont été signés avec l'ensemble des gestionnaires délégués et des régies avec l'ONE. Et le seul qui a installé en fait, qui a vendu, qui a fait l'acquisition de ces lampes-là, il les a vendues, il a installé 5 millions et aujourd'hui ils sont en train d'installer 10 millions, c'est l'ONE. Parce que justement, ils ont intérêt à ne pas vendre de l'électricité, parce qu'ils perdent de l'argent quand ils vendent de l'électricité. Les autres, ils n'ont rien installé. En fait. Ils ont signé des engagements, mais ils n'ont rien fait. C'est quand même pas normal que l'ONE perde a intérêt à ne pas vendre de l'électricité. Dans sa définition, dans sa mission, dans ses objectifs, c'est quand même pas normal que la compagnie nationale d'électricité ait un tarif qui est figé, et ça me coûte en fait beaucoup plus cher de produire, parce que j'utilise du fuel et j'importe. Ça me coûte par exemple un dirham 50 et moi je vends un dirham, je préfère pas vendre. Et le fait en fait, même les donner gratuitement. Je sais qu'au Mexique par exemple, ils ont distribué 30 millions de lampes à basse consommation aux citoyens gratuitement. Et ils sont gagnants, toute la communauté est gagnante. Donc le fait de en fait, c'est gagner beaucoup plus d'argent. Aujourd'hui, non, c'est plus le cas parce que les prix des combustibles sont à des niveaux en fait très bas. Donc aujourd'hui, l'Orino gagne un peu d'argent, je pense. Mais il y a 3 ans, 4 ans, quand le prix du baril était à $120 et le charbon était à $120 la tonne aussi, ils perdaient de l'argent. Oui, je sais, mais voilà. Il y a beaucoup de pays qui importent des énergies fossiles, qui gagnent de l'argent. Et ici, les tarifs, ils ne reflètent pas les coûts de production. Ils ont des tarifs qui non seulement qui reflètent, mais ils ont une marge de bénéfice aussi. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas du tout d'énergie fossile et qui sont bien portants. On peut prendre le cas de la France, par exemple. C'est notre voisin, c'est un pays qu'on connaît bien. C'est un pays qui se fait beaucoup d'argent avec l'électricité. Mais bon, même si c'est un monopole par rapport au reste des autres pays européens, ça reste quand même un monopole, le secteur d'électricité. Et quand même, à la limite, le tarif le prix d'électricité, le prix qui est vendu aux consommateurs doit être au moins égal au coût de production. Il faut aussi voir les revenus des citoyens, quel niveau ils sont. C'est-à-dire que... Non, parce que vous avez mentionné le cas des IPP et tout ça, et qui sont très importants, qui ont quand même une part très importante dans la production d'électricité. C'est peut-être là c'est de là que vient la difficulté, et des régies aussi, certaines régies privées, et c'est de là que vient la difficulté. Donc, alors qu'on se lance vers un programme
solaire éolien qui est très important et qu'on veut qu'il réussisse à tout prix et on espère qu'il va réussir. Je ne sais pas, c'est pas quelque chose qui va aider. Hein, c'est une équation, ça devient une équation très compliquée de gérer la production privée, c'est-à-dire laisser le producteur privé à l'aise et en même temps gérer des intermittences. Tout en sachant que la production en base sera assurée que par les fossiles, hein, qu'on va acheter de l'extérieur. C'est une équation très... C'est justement ce que j'appelle une transformation en fait. La production en base, on ne peut pas la faire en dehors des fossiles. La base, dans les années à venir, la base, ce sera la production décentralisée. Ça sera en fait la donnée de base, hein, qui sera imposée. Moi, je vais installer mon... En fait, là, on est dans une logique... Vous voulez dire qu'il y aura plusieurs non, ça sera la base, ça sera la donnée en fait de base. Vous voulez dire qu'il y aura plusieurs parcs de production? Non, si demain en fait, il est économiquement viable d'avoir sa propre production, donc ça sera la base, il sera imposé. C'est un rêve encore. Ça reste on y est. On n'y est pas, hein. On a encore beaucoup de voies. Non, je parle pas du cadre réglementaire, je parle en fait du cas économiquement viable, techniquement. Je parle pas du Maroc, moi. Je dis en fait que cette histoire de toujours travailler sur ce placement, c'est-à-dire par merit order, en fait, alors c'est en train d'être chamboulé, hein, partout. Hein. Maroc, c'est particulier, donc. Non, Maroc, effectivement, on est loin de ça. On est obligé de... Même le backup est assuré par le fossile. Hein. Donc, je trouve le que... Le backup, ça peut être aussi, en fait, d'enlever une demande. Hein. Oui. C'est ça, en fait. Oui. Tout cela est en train de changer. Hein. Je peux demander à quelqu'un de s'effacer. Je peux demander à distance, il teint, il télé. Hein. Donc ça aussi, c'est un backup. Donc il ne faut plus voir, en fait, cette logique est liée à l'histoire du secteur. Hein. Au début en fait, des années 10-20, c'était en fait décentralisé. Hein. Il y avait plein de producteurs un peu partout, dans les villes, etc. Dans les années 30, après la dépression des années 20 et la Seconde Guerre mondiale, pour reconstruire l'Europe, en fait, l'État a joué un rôle très important, un rôle moteur. Donc on a intégré plein de grosses compagnies. Donc on était en fait dans un schéma centralisé. Effectivement, cette planification est la planification optimale pour un schéma centralisé. Et effectivement, le coût optimal, c'est la centrale qui tourne en fait 80% du temps. Donc il faut qu'elle ait un coût marginal, un coût de production qui est le plus bas possible. Donc c'est le charbon et le nucléaire. Après en fait load followers, donc c'est du gaz. Après en fait c'est etc. Mais c'est en train d'être aujourd'hui en fait perturbé. Donc je dis pas aujourd'hui on est toujours dans cette logique. Hein, je suis d'accord. Mais ça sera plus la logique qui va prévaloir dans 15 ans, 20 ans, 30 ans. Hein. Merci beaucoup. Hein. Merci.